Ce dernier plan du film, là, avec cette fête à la villa et ces regards caméra, cette adresse caméra, qu'est-ce qu'il nous dit, ce plan? C'est un plan qui nous culpabilise ou c'est un plan... Franchement, non, mais c'est toujours difficile d'expliquer des choses sans réduire. C'était un plan qui était vraiment écrit comme ça, qui était un regard caméra, qui est un effet de cinéma, hein, comme on dit au théâtre, face publique, mais regard caméra. Et ça, c'est un regard caméra multiple, collectif. Hein. Il a toujours été écrit en me disant j'arriverai jamais à le mettre en scène sans que ce soit complètement tarte et que ça marche pas. Parce que demander à 15 jeunes gens de regarder les uns après les autres la caméra sans que ce soit une espèce de double take un peu pourri, j'étais sûr que ça marcherait pas. Et en fait, avec Hélène Louvard, qui est la directrice de la photographie du film, on l'a fait dans le tournage de la fête. On l'a demandé aux jeunes qui étaient là et il a fonctionné tout de suite. Il n'y a pas de prise, il n'y en a qu'une. Et je me rappelle qu'on l'a tourné et que Hélène me l'a dit juste après, m'a dit voilà, ça c'est vraiment le dernier plan du film. Elle a eu cette intuition. J'avais très envie de finir par quelque chose qui crée une rupture et qui interroge ou qui désarçonne. Donc voilà, et ça c'est des sensations que j'aime beaucoup au cinéma et que j'aime beaucoup produire. Quand au milieu du film, pas forcément à la fin, ça peut être au début, ça peut être au milieu, mais quelque chose fait que on sort de la simple, projection, de le simple endormissement du film, je suis dans le film. Là, on est obligé de se sortir et de dire quoi. Et j'aime bien cette sensation-là voilà, c'est un peu une constante de ton cinéma, je vais dire. On y viendra tout à l'heure, mais qu'on sorte avec, en étant un peu désarçonné parfois, j'aime ça. Ou qu'on ait besoin de réfléchir un peu avant de pouvoir... En tout cas, ça crée une rupture de rythme. Alors là, en l'occurrence, il se trouve qu'il y a un regard qui est, comme tu le disais, un peu inquiétant ou accusateur. À la fois de celui qui filme, pour celui qui regarde, et pour le personnage de François Joseph qui sort comme ça, qui disparaît de l'image. Parce que finalement, la dernière séquence, elle est surtout pour moi importante à cet endroit-là. C'est-à-dire le personnage de François Joseph qui s'évapore, qui disparaît du regard de ceux qui vont nous regarder après. Et qui n'a pas pu faire partie de ce monde. Et qui ne fera jamais partie de ce monde. Voilà. Et finalement, il est plus important pour moi... voilà, comme si le personnage de François Joseph faisait le tour de la caméra, revenait en face et qu'il le regardait. Mais voilà, ça peut être autre chose. Ça peut dire aussi quelle est notre place à nous, spectateurs, dans ce drame qui s'est déroulé et dans cette situation-là. Parce que le film raconte beaucoup d'une jeunesse désœuvrée, et puis la cohabitation entre la misère, le luxe et la richesse, entre le loisir pour certains, et puis le travail après. Et puis l'industrie du tourisme tout ça qui se partage crée le même territoire. Voilà, finalement. exactement. Alors la pauvreté, pas tellement. Moi, j'avais envie sur une précarité. Les jeunes qu'on voit, les 5. Aziz, François Joseph et Hamza, c'est ce qu'on voulait avec Benjamin Baroche, avec qui j'ai écrit le film, qui sont dans une jeunesse un peu grise entre les deux. C'est pas les plus populaires de la classe, mais c'est pas non plus des cas sociaux. Ils vont tout d'un coup, il va se passer des choses qui va les rendre. Ils font un peu la navette entre les deux mondes. Presque. Oui, voilà, c'est une adolescence normale, on va dire. Ils font cette navette-là. Alors, on rappelle que le film s'est inspiré assez librement D'ailleurs, il y a une dédicace à la fin pour Mounir El Moussaoui, qui était ce jeune homme qui a été tué dans des conditions horribles aussi. Ça a été le point de départ pour toi de l'idée de faire ce film. Il y a eu quelque chose qui t'a interpellé dans ce fait divers? Oui, ça m'a beaucoup... voilà, il faudrait que je replombe, mais ça m'a beaucoup touché, évidemment. Ça m'a beaucoup touché, et puis surtout, ça m'a... c'était l'occasion d'aller, parce que toujours, moi, les films, ils sont l'occasion de mener une enquête, d'une certaine façon, presque d'un point de vue journalistique. Mais alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi ce territoire qui est à la fois l'extrême sud, Porto Vecchio, qui est à la fois la Corse, et en même temps, qui est vraiment très, 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 très singulier. Porto Vecchio, c'est pas Ajaccio, qui n'est elle-même pas Bastia. On voit bien, quand on vit dans les endroits, que
dès qu'on se déplace en Corse, on est surpris de la sociologie, de comment les choses se passent, de qui fait quoi. Puis d'une ville à deux visages, un visage l'hiver et un visage l'été. C'est une ville, mais ça on peut le dire d'Ajaccio aussi, une ville un peu mythomane. Mais un peu moins, parce qu'il y a quand même une activité... Il y a une activité, mais on voit bien, enfin moi ce que je trouvais assez inquiétant mais aussi passionnant, c'est à la fois les plages que je trouvais être, pardon pour les amis de Porto Vecchio, mais presque des fausses plages, qui sont beaucoup des plages qui se transforment en marécages, plein de moustiques. Je trouve que c'est un endroit à la fois très intéressant, mais très, très inquiétant. Et c'est ce sentiment d'inquiétude et d'étrangeté que j'ai essayé d'attraper avec les Apaches. Qu'est-ce que ce film t'a apporté, toi, dans ta construction de cinéaste? Qu'est-ce qui a été déterminant dans ce film? Et puis, quelles questions tu t'es posées, justement, par rapport au fait qu'il y a, avant d'aborder ce sujet, au fait que ça venait d'une histoire qui était arrivée, un drame qui est arrivé. Quelles questions tu t'es posées avant d'aborder ce sujet? Énormément de questions, mais peut-être les questions principales, c'est des questions morales liées à la représentation de la violence, et notamment la scène, une des scènes importantes du film, qui est une scène de meurtre, de guet-apens, puis de meurtre. Donc ça posait des questions à la fois de mise en scène, d'écriture, de direction d'acteurs, de travail avec les acteurs, et de montage. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas? Est-ce qu'on peut montrer les choses de cette façon-là, sans... oublier la douleur que ça peut être pour les personnes qui en ont été victimes, qui l'ont vécu, mais sans pour autant jouer un rôle de policier et d'accuser. Voilà, comment on se tient du côté du cinéma pour vraiment à la fois représenter, ne pas le faire hors champ, ne pas prendre le prétexte facile de dire bon ben je le fais hors champ. Non, on le filme, mais comment on s'y prend? Et ça, c'est des questions qui se résolvent, je ne sais pas, mais en tout cas qui se posent, et aussi en compagnie des acteurs. Comment on fait pour jouer ça dans cet espace-là? Alors voilà, on a résolu... On peut aussi le filmer dans le regard des gens qui assistent. Il y a un peu aussi ça. Parce que, oui, mais là, on le filme vraiment de leur côté, de leur point de vue. Et la façon dont j'ai eu de résoudre ça, je ne sais pas encore une fois si je le résous, mais l'axe qui a été pris, c'était de le faire au présent. C'est-à-dire minute après minute, moment après moment, et de voir ce qui se passe, que c'est pas... que finalement, cet acte-là, il est à la fois prémédité, fatal, inéluctable, et en même temps, à chaque moment, il pourrait se retourner, il pourrait s'éviter, et à chaque moment, il y a quelque chose qui rend cet inévitable encore plus inévitable. Mais il y a quelque chose de à la fois complètement prémédité et aussi complètement accidentel. Et ça c'est très ambigu, parce que ça veut dire qu'à la fois c'est prémédité, donc il y a un meurtre prémédité, mais en même temps, il y a quelque chose qui échappe à ceux qui le commettent. C'est très ambigu comme option de mise en scène, comme façon de montrer ça. Mais je trouve que l'ambiguïté, elle est nécessaire au cinéma. De montrer quelque chose et de pouvoir montrer qu'en même temps que quelque chose se passe, il y a aussi autre chose qui aurait pu se passer, ou autre chose qui rentre en résonance ou en tension avec ce qu'on est en train de voir. Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup au cinéma. Et je reviens à ma question précédente. Qu'est-ce que ce film t'a apporté à confirmer quelque chose sur l'envie de faire du cinéma? Est-ce qu'il t'a apporté quelque chose dans ta construction de cinéaste? Ça a été... Alors, c'est un premier film que j'ai tendance à considérer comme comme un grand court-métrage. Parce qu'on l'a fait, et on l'a fait avec beaucoup d'amis. Je pense à Yannick Casanova, avec Élise Pinet, il y avait tout un groupe d'amis qui sont eux-mêmes maintenant cinéastes, photographes, qui sont artistes. Donc on l'a fait ensemble. Il y avait l'idée de faire des choses comme ça, collectivement, pour moi, était très importante. C'était le début du collectif Stanley White. Oui, il y avait Fabien Danès qui produisait aussi le film, Jean-Étienne Bratt, Hugo Casabianca. Enfin, on était tout un... Pardon pour ceux que j'oublie, mais on était tout un groupe. Ça a confirmé l'envie. Mais ça a été très dur, très éprouvant physiquement, parce que pour aller entre l'envie de faire ce film et le moment où on le tourne, il s'est passé vraiment un nombre de
péripéties et un temps. Enfin, ça a été vraiment... donc, là aussi, je ne peux pas dire que c'est le plaisir pris à ce moment-là qui me fait me dire, bon, bah, il faut que je continue. Non, mais par contre, le temps passé à Porto Vecchio avec les jeunes gens qui étaient, le fait d'avoir un peu mieux compris cet endroit-là, le poste d'observation que le film offrait, c'est quelque chose d'inouï, quoi. Jamais j'aurais pu voir, comprendre, saisir quelque chose de ces territoires-là si je n'avais pas entrepris ce film. Donc ça m'a encouragé de dire c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de plonger et par le cinéma, par la mise en scène, par le cinéma de fiction en plus. Et ça a confirmé sans doute l'envie de continuer à faire des films en Corse, parce que c'est aussi l'envie de filmer un lieu qui était Porto Vecchio l'été, mais qui était un endroit qui est souvent un peu moqué, parce que c'est un endroit qui se transforme à des moments de manière un peu anarchique, c'est un endroit un peu de zone d'activité, de rond-point, que moi je trouve d'une poésie incroyable. Et en tout cas, j'avais l'impression que ça n'avait pas été tout à fait filmé, ces endroits-là. En tout cas, de cet endroit-là à ce moment-là. Et ça, je me suis dit, je veux continuer à faire ça, à filmer en Corse, les villes, les endroits, et les filmer dans ce qu'ils ont de plus contemporain et de plus actuel. Et tu t'es déplacé pour ton film suivant à Bastia, ouais. Où là aussi, pour Une vie violente, tu as puisé dans l'histoire contemporaine, dans le réel encore, tu as puisé dans l'histoire contemporaine de la Corse, avec ce film. On va regarder quelques images du film. Une vie violente, 2017. Qu'est-ce que tu es prêt à faire, Père Adodar, pour ta terre? Mourir. Face à l'urgence de la situation, nous annonçons solennellement la naissance de notre organisation. Tu viens d'une bonne famille, toi. D'ailleurs, on aurait pu dire une famille bourgeoise. Mais chez nous, de bourgeoisie, il n'y en a pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire de mieux dans ta vie? Te battre pour ton île et pour ton peuple. Nous sommes une armée légitime, l'armée du peuple. Nous n'avons de compte à rendre qu'à lui, à lui seul. Ce sarde de merde là, il s'est installé là et croit qu'il est chez lui. Tu veux prendre des Corses ou pas? Dis-moi. Tu veux prendre des Corses ou pas? Tu veux pas en prendre, c'est pas grave. Tu veux pas en prendre, c'est pas grave. Tous les mois, tu vas payer. Vous avez ouvert un front contre toutes les autres structures dans l'île, un contre l'État, maintenant le milieu, mais il va jamais tenir. Fais bien attention à qui tu donnes ta confiance. Essayez de faire passer un message. Dites-leur qu'on s'éloigne méthodiquement et sûrement de l'apaisement. Ça va plus t'échapper qu'ici c'était une zone de combat. Mon fils, il ne représente plus rien. Oui, mais le sang, la règle, c'est la règle. Là aussi, est-ce que c'est pas un peu contraignant de s'inspirer du réel pour toi? Est-ce que ça n'a pas été... Parce que je me souviens, projection qu'il y a eu à Bastia, il y avait des gens qui disaient, mais alors lui, si c'est lui, c'est un tel, lui, c'est qui, etc. Est-ce que c'est pas un peu contraignant, ça? Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que, bon... mais pour le public insulaire. Pour le public insulaire, et puis surtout pour un public insulaire qui aurait vraiment connu tout le truc, informé. Un petit peu, mais finalement, c'est des choses dont on s'affranchit. Bon, ça me touche beaucoup de voir la bande-annonce, parce que j'ai pas vu le film depuis un moment, puis de revoir toutes les actrices, tous les acteurs. François-Joseph Couliol qui commence la bande-annonce, et donc on voit au début, enfin, qui est dans les appages, que je trouve vraiment très, très fort et très juste. Une vie violente, il y a quelque chose qui est pour moi comme un premier film, parce que ça faisait très longtemps, enfin, il est la somme de beaucoup de choses que j'avais en tête et que je voulais exprimer au cinéma depuis avant même les Apaches. Et ce récit-là, dont le point de départ, il est la personnalité de ce jeune militant qui était Nicolas Montigny, qui est de mon âge, à peu près, qui vient des mêmes endroits, on va dire, socio-culturels que moi. C'est lui qui m'a donné la porte d'entrée et l'autorisation aussi, sans doute,
de faire ce film. C'est-à-dire que tu t'es senti légitime, le fait de partager quelque part. Est-ce qu'il y avait la peur de la légitimité pour parler du sujet? Je pense pas. On est en Corse, donc la question de la légitimité, elle se pose tout le temps. Oui. Il y aura toujours quelqu'un pour vous délégitimer de toute façon. Donc si on a peur de ça, on fait rien, parce que c'est légion de personnes qui vont vous dire tu n'es pas légitime. Mais peu importe. La question, c'est de faire les choses, et c'est sans doute que les questions qui me touchent le plus, c'est d'abord des questions de cinéma, mais c'est vrai que mon premier court-métrage, Le jour de ma mort, il est né à partir d'une forme de prise de conscience qui venait de l'assassinat d'un jeune militant aussi, une prise de conscience que quelque chose... dans un village, Christophe Garil, auquel le film est dédicacé. Et pour moi, ce n'était absolument pas mon histoire, donc on peut dire que je ne suis pas légitime. Mais il y avait certainement un sentiment très fort que si je faisais du cinéma, il fallait que ça ait à voir avec quelque chose de cette tragédie-là, et qui provoquait chez moi un sentiment d'interrogation et de colère, et qui, si je ne le faisais pas, si ça n'avait pas à voir avec ça, alors je pense que j'aurais pas fait de film, ou je me serais pas... j'aurais eu un peu honte de pas m'engager sur cette route-là. Voilà. Mais c'est ça que tu avais envie d'explorer en faisant le film, c'est-à-dire à la fois une espèce de familiarité, parce qu'on vit dans le même endroit, mais en même temps quelque chose d'incompréhensible qui s'est passé pour le commun des mortels, c'est-à-dire quelque chose de terrible qui s'est passé avec ces assassinats. Malheureusement, c'était pas quelque chose d'incompréhensible, c'était quelque chose de très compréhensible. La question, c'est comment on peut en faire le matériau même d'un matériau de cinéma. Comment on peut en faire des films, comment on peut en faire des films forts, quoi, et comment cette réalité tragique, qui appartient avant tout aux personnes qui l'ont vécu dans leur chair, la famille, les personnes qui sont mortes, comment on peut en faire aussi quelque chose qui nous appartient à tous, considérer que c'est quelque chose qui nous appartient à tous, et de dire, voilà, moi en tant qu'artiste, voilà de quelle manière ça m'interroge, et j'ai envie que le cinéma garde cette trace-là, garde la mémoire de tout ça, et de ne pas le laisser aux oubliettes, comme l'aimerait qu'on le laisse aux oubliettes beaucoup de personnes. Et le cinéma, c'est le contraire de l'oubli. Donc voilà. Le film s'intitule Une vie violente, c'est une référence directe au roman de Pier Paolo Pasolini. C'était quoi l'idée là de faire référence à Pasolini? Le titre est venu très vite. C'est marrant parce que Les Apaches, le titre est venu vraiment... Il y a eu 12 000 titres qui étaient vraiment pas bien. Et je l'ai eu en toute fin de montage. C'est Fabien Danez qui m'a donné l'idée, parce qu'il y avait des affiches dans le métro de Paris qui avaient les expositions Les Apaches de Belleville, qui étaient des détrousseurs. Voilà. Oui. Et voilà, on s'est dit, mais les Apaches, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Qui attendaient les gens qui sortaient, les aristocrates ou les riches. Exactement, qui sortaient, avec le couteau, voilà. le foulard et tout. Mais c'est venu très tard. En revanche, Une vie violente, le titre, il est venu dès les premières notes. Et effectivement, c'est un roman de Pasolini. Et puis c'est un film aussi qui a été adapté de ce roman. Je ne me souviens plus qui l'a réalisé. Et ça a collé tout de suite. Enfin, il y avait quelque chose qui était évident. Et donc c'est à la fois un titre volé, emprunté, on va dire, et un titre dont la fraternité ou le cousinage, je sais pas, de Pasolini, je trouve, va bien pour les personnages du film. Et c'est un titre un peu étrange, parce que c'est une phrase un peu, une vie violente, on dirait plutôt la vie violente. Mais une vie violente, il crée une dissonance que je trouvais, que je trouvais bien et très évidente, très liée au film, avant même qu'il s'écrive. Le film suivant nous emmène hors de Corse, avec un casting assez lourd, Vincent Lindon, Roche Dizem, Pio Marmaille, enquête sur un scandale d'État. On va regarder quelques images et puis on en parle tout de suite après. C'est quoi en fait votre statut de l'administration? Infiltré. J'ai été témoin d'un trafic organisé au plus haut niveau. Vous l'avez rencontré comment, vous, Jacques Billard? Jacques Billard, patron des stupes. On laisse passer les trafiquants aux frontières. Et on suit la drogue. C'est quelqu'un que je considère comme mon frangin.
Il a fait de l'office, l'État français, hein, donc, hein, le plus grand trafiquant du pays. Moi, j'ai été témoin de ça. Qui pourrait croire un instant que la police française importe elle-même des dizaines de tonnes de drogue sur le territoire? On n'est ni dans de la corruption, ni dans une bavure personnelle. On est au-delà du scandale. C'est vraiment sur une affaire d'État. Si on sort quelque chose de cet ordre-là, il faut savoir qu'en face, ça va secouer. Votre informateur a 7 tonnes de drogue dans des camionnettes, même pas fermées à clé, en plein Paris, et vous n'en savez rien. Quelque chose marche enfin pour lutter contre le trafic. Vous êtes de quel côté? Je suis ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire, je suis ni un flic, ni un voyou, et encore moins un trafiquant. Tous les SMS que j'avais avec lui viennent de s'effacer sous mes yeux, là. Si. À l'instant. Comment un tel trafic de stupéfiants a-t-il pu se monter au nez et à la barbe des hiérarchies? Par complicité, complaisance ou incompétence? Tu vois pas que t'as tout le monde contre toi? C'est toi qui te fais infiltrer par ton type. Moi, je me fais infiltrer. Et ouvre les yeux, poteau. On va faire péter la République, voilà ce qu'on va faire. Stop, stop, on arrête là. Tu sais les risques que je prends pour toi? Comment tu vas t'en sortir cette fois? Elle est bien, l'abondance. Elle est très bien. Ça donne vraiment envie de voir le film. C'est un film de commande, comme on dit, enquête sur un scandale d'État. Au départ, c'était un producteur de séries télévision, producteur de Capadrama, Claude Shelley, qui avait vu Une vie violente, qu'il avait beaucoup aimé, et il est venu me voir avec cette biographie de journaliste qui s'appelait L'Infiltré, qui racontait la vie d'Hubert Avoine. C'était Emmanuel Forsten qui l'écrivait, il avait les droits, et il me dit: je vais faire une mini-série pour Canal+, j'aimerais beaucoup que ce soit vous qui le fassiez. Et je lui dis: mais moi, c'est pas mon sujet, ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a derrière le trafic, la dérive de la lutte contre le trafic. Aujourd'hui, c'est des sujets qui sont intéressants aussi à aller voir, à explorer, des territoires Mais moi, mon territoire, moi, je travaille en Corse, donc c'est pas... Il m'a dit: non, mais voilà, rencontre quand même Emmanuel Forsten et Hubert, et voilà. J'ai accepté la rencontre, et c'est vrai que ça m'a... leur travail, la promesse de personnages qu'ils pouvaient générer à l'écriture m'a convaincu. Et puis c'était juste après Une vie violente, et ça a correspondu à un moment où j'avais envie aussi de faire un pas de côté vis-à-vis de la Corse, justement. J'avais envie aussi de raconter ce que je sentais de Paris, parce que je vis entre Paris et la Corse, donc j'avais envie depuis un moment de raconter cette atmosphère de qu'est-ce que je vivais à Paris, qui était post, on va dire, attentat 13 novembre, et qui était un climat très, très, très particulier. Et alors, ce film-là ne parle pas directement de ça, parle pas directement de cette période, mais hors champ un petit peu. On voit les lieux, on voit, pareil, un sentiment d'inquiétude qui est beaucoup porté par le personnage que joue Pio Marmaille, qui est un journaliste à Libération. Et évidemment, la question de l'enquête, du journalisme, elle est aussi importante dans mon travail. Donc ça m'a convaincu, mais ça s'est fait... C'était moins une certitude qu'Une vie violente. Ça s'est fait pas à pas, petit à petit, en passant du temps avec eux, avec Hubert, Emmanuel, qui m'ont accepté avec eux, qui m'ont raconté, qui m'ont amené dans les endroits où les choses se passaient. Et petit à petit, comme ça, le film se fait. Et j'espère que le film raconte ça, ce petit à petit. C'est curieux parce que Une vie violente, c'est un roman à la base de Pasolini, qui lui-même a été journaliste, qui lui-même a travaillé pour Francesco Rosi, pour un film qui s'appelle L'affaire Mattei, qui a enquêté sur des affaires criminelles. Et donc le parallèle, je me dirais, est assez tragique d'ailleurs. L'affaire Mattei, c'est aussi un film maudit qui a mis beaucoup de temps avant de sortir. Et qui avait pris, Pasolini avait pris la place d'un journaliste qui avait disparu et qui avait été tué par la mafia. Pour le scénario, pour continuer le scénario avec Francesco Rosi, c'est vrai. Donc, ce film-là, tu le disais, c'est un pas de côté, une pause, on va dire, dans ta filmographie. Alors je faisais ça. Alors quand on faisait les débats pour Enquête, quand on faisait les débats sur le continent, chaque fois j'arrivais, je disais je suis content de vous me présenter mon premier film français. Alors les gens soit ils rigolaient, soit ils le prenaient pas très bien. Mais bon, pour moi je continue, c'est mon travail, c'est là où je recherche. Donc et puis c'est aussi la première fois, en tout cas au cinéma, où je travaillais avec des acteurs aussi expérimentés, des vedettes, qui plus est, mais des acteurs aussi expérimentés
Pio Marmaille, Vincent Lindon, Roche Dizem, et puis bon, aussi Antonia Bourrez, voilà, Sofiane Kamès, Alexis Manette. Il y a une troupe. Cédric Apier. Mais avec Julie Allione, donc avec qui on fait le casting, c'était des enjeux très 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 différents. De casting, c'était des enjeux plastiques très différents, puisque Paris, parce que ça se passe, le gros du film se passe à Paris, une ville très compliquée à filmer, beaucoup plus compliquée que Porto Vecchio, beaucoup plus compliquée qu'Ajaccio, beaucoup moins intéressante à filmer que Porto Vecchio ou Ajaccio ou Bastia. Donc c'était comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on filme, Mais en même temps, tu rentres dans un genre, le film d'enquête journalistique, c'est un genre à part entière du cinéma. On pense à Spotlight, aux Hommes du Président, à cause d'un assassinat de Pacula aussi. C'est des genres qui sont assez codifiés. Toi, tu t'es assez affranchi de c'était pas du tout les références du film, en fait. Et bizarrement, les films de Francesco Rosi que j'ai découverts, j'en connaissais un ou deux, mais je les ai découverts après le film, notamment Salvatore et Giuliani, qui est un film que j'aime beaucoup. Et j'ai regretté de ne pas les avoir vus plus tôt. Mais le film d'investigation, on m'a parlé toujours des Hommes du Président, c'était pas du tout les références du film. On en vient à ton dernier film, sorti en septembre 2024, et qui était à Cannes, justement, l'année dernière, toujours dans la sélection quinzaine des cinéastes. Adapté du roman éponyme de Jérôme Ferrare, et tu avais le désir de revenir à ça, de continuer à explorer l'histoire contemporaine. Oui, mais c'était pas que ça. C'est vrai que c'est toujours difficile de répondre à la question. Mais alors pourquoi ? Parce qu'il y a toujours, tu le sais très bien, toujours plusieurs raisons qui précèdent à la décision de mettre un chantier un film. Mais il y avait à la fois d'abord le roman que j'ai lu et que j'ai trouvé vraiment que Jérôme a eu la gentillesse de me faire lire avant qu'il sorte. Donc j'ai eu la primeur, j'ai eu ce privilège-là. Et le roman m'a saisi beaucoup à cause du personnage d'Antonia, en priorité, que je trouvais vraiment incroyable. Et comme dans mes 3 premiers films, c'est des histoires plutôt d'hommes, et d'avoir un personnage de féminin à la fois aussi fort et en même temps aussi nouveau, aussi inédit dans la fiction, ça c'était une occasion que Jérôme me donnait, que je pouvais pas ne pas saisir. Et après, il y avait l'idée de revenir encore une fois sur finalement une époque et certains événements qui avaient été abordés dans Une vie violente. Moi, j'aime bien l'idée de refaire. J'aime bien l'idée de faire complètement différent, mais j'aime bien aussi l'idée de repasser dans les traces qu'on a déjà empruntées, parce que souvent, on va plus loin. Et puis on les regarde d'une autre façon. On regarde d'une autre façon. Il y a toujours l'idée que le film continue, que c'est un seul et même film. Moi, si je pouvais, les films, chaque fois, mais je suis pas le seul, peut-être que tu t'es déjà fait cette réflexion-là, c'est que quand on termine un film, quand on termine de le tourner, on se dit souvent, moi je me dis à chaque fois, voilà, là, c'est comme si j'avais fait une grande répétition, et je me dis maintenant je pourrais ça y est, je sais comment mettre en scène ça, je sais comment, voilà. Bon, c'est un peu tard, mais voilà, oui, donc ça c'était aussi une occasion. Et je trouve que c'est des bonnes raisons de cinéma. On sent justement que là, tu changes non pas de point de vue, mais tu changes de façon de regarder les choses, parce que c'est beaucoup moins dialogué que dans Une vie violente. Et en même temps, c'est une adaptation. Mais moi, en regardant le film, j'ai l'impression qu'à son image, c'est presque un dialogue avec le roman. Oui, c'est une vrai. Adaptation. Oui, c'est vrai. Parce que l'adaptation, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure sur le film d'enquête. C'est quelque chose qui, si on commence par là, on est enfermé tout de suite. Il faut que je respecte ce cahier des charges. Moi, j'ai qu'une envie, c'est je scrape. J'ai pas envie de rester là. Alors que le dialogue avec un genre ou la conversation avec le roman, avec ce matériau-là littéraire, ça m'intéresse. Et ça intéressait aussi Jeanne Aptekman, avec qui j'écris mes films, de dire voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce bloc de scène-là? Qu'est-ce qu'on fait de ce personnage-là? Où est-ce qu'on le met? Comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on fait de la littérature? Et c'est vrai que... mais peut-être que tous mes films témoignent un peu de ça, témoignent d'une bataille avec le réel, un roman, un sujet, et non pas d'une transposition ou d'une illustration que je serais vraiment incapable de faire. Je voudrais qu'on regarde quelques images du film, un extrait du film, non pas une bande-annonce, mais un extrait. Il se bat pour ses idées. Ok. Mais il a fait aussi des choses intellectuelles.
c'est pas bien qu'il t'entraîne dans ses affaires. C'est Vagémique. Il m'entraîne nulle part. Hein. Pascal, c'est quelqu'un qui me parle de ses idées le moins possible. Ce qu'il fait pas, il m'en parle pas, il veut pas me mêler. Je veux pas que tu te fasses de soucis. Pas de soucis. Ma fille, je supporterai pas de te savoir un matin en garde à vue. Que tu comprennes bien, s'ils cassent la porte, c'est ici qu'ils vont la casser, qu'ils vont venir te chercher. Hein. Chez nous, hein. Dadomam, dodoam, dodovradelo. Les idées. Moi aussi, j'en ai eu à son âge. Hein. Je voulais fonder une famille, avoir des enfants, les voir grandir. C'est pas noble comme idée, ça aussi? Ça peut se vivre, les idées, se dire. Tu n'es pas obligé de tirer sur des façades ou de tirer sur des gens. Discute pas tes sentiments. Hein. Mais quand on a ce qu'il a dans la tête, on y va seul à son combat. On n'entraîne pas une jeune fille. Il me parle de rien, encore une fois. Je te parle de rien. Je te parle de rien. Mijegame, il vient de rentrer en prison. Et tu vois pas tout le monde voit comment il gesticule. Il va pas tarder à y retourner. Et tu vas faire quoi, attendre? Moi et ta mère, on va payer les avions pour les coller faire les déparloirs? C'est ça que tu veux? Mais alors je fais quoi? Je sors avec quelqu'un que j'aime pas? Ce que tu veux. Je t'ai pas dit ça, moi. Je t'ai pas dit ça. Je te dis juste, me fais pas mourir maintenant. Je suis amoureuse de lui, papa. Je vais pas faire comme si je l'aimais pas. Compte pas sur moi. Antonia lui écrivait presque tous les jours. Elle prenait des photos pour lui. Les amis qui attendaient son retour, les ruelles désertes, l'arrivée du printemps, et elle lui envoyait. Pascal lui demandait de ne pas s'alarmer s'il ne répondait pas souvent. Il n'aimait pas écrire et la monotonie de la vie carcérale était telle qu'il n'aurait pas eu grand-chose à lui raconter. Mais il guettait l'arrivée de ses lettres et de ses photos, et il lui disait qu'il ne regrettait rien, mais qu'il était impatient de la revoir et de revoir tout ce qui, grâce à elle, existait encore au moins sous forme d'image. J'ai choisi cet extrait parce que il y a évidemment Paul Garat et Antonia Bourrez qui sont des parents. J'adore ces scènes, moi. Oui. On voit l'incapacité des parents. Et puis, il y a ce mouvement de caméra qui est intéressant parce que c'est assez rare chez toi d'avoir des mouvements de caméra qui vont vers un travelling avant ou un zoom. Alors, c'est un zoom, c'est vraiment un zoom très lent qu'on a utilisé pas mal. Alors, les films, c'est toujours le moyen d'essayer des choses, d'essayer des outils, d'essayer des éléments de grammaire, si je peux parler ainsi, qu'on n'a pas fait avant. Et c'est vrai que le zoom, j'en avais utilisé, mais dans un film qui n'est pas terminé, beaucoup, que j'ai fait tout au zoom. Et c'est un outil que j'aime beaucoup, à des moments, quand il est utilisé. Et je l'aime bien ici, sur cet autoportrait, ce selfie. Non, mais il faut rendre hommage, que j'en profite, à Paul Garat et à Clara Marie Laredo, qui sont magnifiques, et qui sont... C'est une scène faussement simple, c'est autour de la table, ça parle, voilà. Mais leur niveau d'écoute de l'un et de l'autre, et d'humour, parce que c'est quand même une scène vraiment de mauvaise foi. Il ne faut pas mourir maintenant, voilà, c'est génial comme réplique. Un niveau d'exagération. Et que j'aime beaucoup. Ils sont vraiment, voilà, c'est des acteurs et actrices vraiment qui sont au présent. Surtout quand on sait que voilà, les positions que Paul tient dans le film ne sont pas forcément les siennes, et de le voir aussi inventif à cet endroit-là politique, c'est assez réjouissant. Il y a à côté, et c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais il y a un côté roman photo. Oui. Avec les états d'âme des personnages qui sont pris en charge par la narration, par la voix off, et en même temps ces instantanés, ces cadres assez fixes souvent. Oui, c'est vrai. Il y avait cette dimension-là avec José Dehaye, donc qui est la chef opératrice du film. On parlait beaucoup des romans photos. On parlait aussi des albums de famille. Et j'aime bien cette impression qu'un film, ce film-là, en tout cas, il peut se feuilleter comme un album de famille. De temps en temps, on s'arrête sur une photo parce qu'on ne se souvient plus très bien du contexte où a été prise la photo, mais qui c'est qui, machin, d'autres, des photos où on passe un peu plus rapidement. Il y a des photos qui nous provoquent une émotion forte, et d'autres autre chose. Et j'aime bien ce parallèle avec soit le roman photo, avec ce qu'il a d'arrêté, de figé, d'un peu ridicule par moment et d'un peu cheesy, un peu sentimental, et aussi
la modernité du roman photo par moment qui, moi, me plaît beaucoup. Et puis, la place à l'imaginaire du spectateur, j'allais dire, parce que tu ne cherches pas particulièrement à rentrer dans l'émotion des personnages, tu laisses ça à la charge du narrateur, mais aussi à la charge du spectateur, quelque part. Ça, c'est très important pour moi, ce point-là, c'est-à-dire d'intégrer le spectateur au film, qui s'intègre lui-même. Ça ne veut pas dire que je ne cherche pas une fluidité, une immersion à des moments du spectateur. Il y a de la musique, il y a des scènes, mais j'aime bien. En tout cas, c'est les sensations que je recherche en tant que spectateur, de pouvoir choisir ce que je vais regarder, ce que je vais ressentir et comment je vais le ressentir, et que les personnages puissent être un peu opaques et qu'ils ne soient pas. Ils ont leur vie. S'ils ont envie de me donner quelque chose, ils me donnent quelque chose. S'ils n'ont pas envie, ils ne le donnent pas. En tout cas, même si on est du côté du roman photo, c'est pas faux, mais les actrices et les acteurs du film et les personnages, donc, eux, sont jamais larmoyants. Ils sont jamais dans le pathos, ils sont pas du tout. Mais ça, c'est un truc aussi très proche de nous. On est rarement dans le pathos. Quand on fait du théâtre, quand on fait du cinéma, on se met tout d'un coup à crier, à pleurer. Mais non, pourquoi ? On l'est pas, en fait. Y compris dans les choses les plus graves. On l'est pas. La retenue, la pudeur, bien sûr. Et voilà, on n'est pas dans la psychologie. Et ça, Clara Maria Laredo et Paul Garat, et Antonia Bourré, ce qu'on voit aussi, c'est vraiment des acteurs qui ne sont pas dans la psychologie, qui sont dans le présent. Donc, on peut se dire, ah oui, mais alors pourquoi là, ils ne pleurent pas ? Pourquoi ils s'apitoient ? Non, ils sont dans quelque chose de beaucoup plus prosaïque, de beaucoup plus concret. Et moi, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, tu as une façon particulière de travailler avec les comédiens. J'avais reçu l'équipe du film l'été dernier à l'âme, à l'occasion du festival, et ils racontaient un peu comment vous avez travaillé, vous êtes enfermés, vous avez travaillé des semaines ensemble, etc. Et tu travailles beaucoup avec Julia Lyon, avec directrice de casting. Comment tu articules ? J'ai l'impression que ce dispositif de travail avec les comédiens fait partie de l'identité du film. Oui, c'est vrai. Alors après, ils exagèrent un peu on dirait que c'est très laborieux, on s'enferme, on travaille, c'est plutôt assez joyeux. Non, ils n'avaient pas l'air de dire que c'était laborieux, ils avaient l'air de dire que c'était très souvent, particulier. Quand on dit que le travail est long, on se dit non, c'est un travail au long cours parce que je continue d'écrire avec eux, à réfléchir, à parler, à essayer des choses. Par exemple, les films, toutes les scènes, il y a pratiquement un pourcentage d'improvisation qui est vraiment très petit. Tout est écrit. En revanche, les scènes, elles ont été écrites à partir d'improvisation avec eux. On a essayé des choses, on a été sur les endroits les décors du film, j'ai enregistré, j'ai réécrit, je leur ai redonné le texte. On a fait un aller-retour entre ce qu'il y avait déjà écrit, le scénario, et des choses qu'on tente. Et parmi ces choses qu'on tente, il y en a qui restent dans le film et qui sont du coup vraiment, vraiment intrinsèques aux acteurs. Les acteurs deviennent... Les personnages n'existent plus, il n'y a plus que les actrices et les acteurs qu'on voit à l'image. Parce que moi, je me défends toujours de la question documentaire, parce que je sais que souvent, c'est une façon d'invalider la mise en scène, ce qui est mais il y a une certaine porosité dans ton cinéma. Le cinéma documentaire, aujourd'hui, est pour moi un cinéma de référence. On a parlé d'Albert Serra, de Wang Bing, de Lav Diaz. Le cinéma contemporain, il est le plus contemporain. En tout cas, il s'est affranchi des frontières fiction documentaire. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis que le film, il est aussi un film sur eux, sur ces jeunes gens. Pas que jeunes, parce que... D'ailleurs, ces jeunes gens... Je ne sais pas si tu as rajeuni le casting du film par rapport au livre, ou par rapport à ce qui était prévu au départ, mais ces jeunes gens sont les enfants des militants, ils peuvent être les enfants des militants qui ont connu, ou de la génération qui a connu. Oui, bien sûr. J'allais dire les enfants des rêves de leurs parents bien sûr. Concernant la Corse, qui ont connu tout ça et toutes ces désillusions. Exactement. C'est les enfants des personnages du roman de Jérôme. Les actrices et les acteurs, c'est ça. Et donc c'est sûr que ça crée une dynamique qui est très forte, parce que ils en ont hérité, et ils ont des choses à en dire dessus.
ou en tout cas à exprimer. Il y a beaucoup de plans séquences dans le film, des plans séquences. L'idée, c'est quoi? C'est de faire travailler les comédiens à l'intérieur de ces plans et d'essayer de capter quelque chose, de pas interrompre, de capter un truc un peu fragile comme ça. Oui, pas forcément fragile, mais disons que... D'authentique. Le plan séquence, hein? D'authentique, j'allais dire. Le plan séquence qui demande une reconstitution différente que le découpage champ contre champ, master. Ça demande de penser, de préparer le plan d'une autre façon, ça demande beaucoup de temps et de travail et de réflexion de l'équipe dans son entier. Et moi, j'aime beaucoup cette façon de faire. D'abord parce que c'est ce que tu disais, il y a quelque chose de sans truc, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais il y a quelque chose de... Ce que vous voyez, c'est ce que vous avez. Il n'y a pas... c'est la même temporalité avec le spectateur. Et c'est aussi dans l'idée, encore une fois, d'intégrer le spectateur, si ça l'intéresse, au dispositif et au film. Il est dans le même temps que la scène, il est dans la même temporalité. Et que le cinéma aussi, le temps, c'est aussi une des grandes questions du cinéma, un des grands attributs du cinéma, le temps et la durée. Et je trouve que la durée, surtout, c'est avec la durée peut-être que je contredis la fiction. C'est-à-dire que quand un plan dure, quand on passe du temps avec quelqu'un, quand on passe un moment, en fait, pas d'ellipse. On voit ce qui se passe. Et on voit, y compris les changements d'humeur, les changements de pensée, les changements, la mauvaise foi de quelqu'un. On voit beaucoup plus de choses. Moi, ce que je cherche, c'est de faire les plans les plus vivants et les plus libres possibles. Et c'est vrai que la figure du plan séquence, c'est celle qui me convient le mieux pour ça. Mais il n'y a pas que des plans séquences dans le film. Non, il n'y a pas que des plans séquences. Mais c'est vrai que mais avant tout pour cette question pour l'impression de temps que ça va donner au spectateur, de quelque chose qui est au présent. Avant d'aborder la dernière partie de l'émission avec tes aspirations, ton univers de cinéma, il y a cette année 3 films qui sont sortis en Corse, fabriqués en Corse. Un 4e qui s'appelle Borgo, mais qui est pas réalisé par un réalisateur qui n'est pas corse. Il y a ce discours qu'on entend autour de pourquoi on filme toujours la violence, etc., qui est un peu récurrent maintenant. Qu'est-ce que tu en penses de ça, justement? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors, bon, ça c'est un peu inévitable. On a parlé des 3 films, le film de Julien, Colonne, Le Royaume, le film Le Mohican, le film de Frédéric Farouche. Du mien, on en a parlé beaucoup parce qu'ils ont été, ils sont sortis à peu de temps d'intervalle. Donc on en a beaucoup. Et les films ont été très fêtés, y compris en Corse. Beaucoup de monde sont allés les voir. Tous les 3, on a montré nos films dans les festivals beaucoup. Donc on peut pas dire qu'on n'a pas été célébré encore. Donc le contre-coup, il est mais finalement il est la critique et il faut l'accepter, c'est très bien. Et le cinéma est l'endroit où on peut critiquer, il faut le faire. Après, il ne faut pas que cette question-là, elle devienne un appel à se taire en fait. Parce que c'est toujours la même chose, on délégitimise. Pourquoi? Pour la fermer en fait, pour raconter quoi? Les petits oiseaux. Et moi j'adore les petits oiseaux, je veux bien raconter des histoires qui seraient plus légères et plus simples, et c'est mon rêve aussi. Mais voilà, pour l'instant, le temps il n'est pas là, on raconte ce qu'on a à raconter. Et ce qu'on vit. Et voilà, et c'est vrai que je peux le prendre mal quand c'est des éditos totalement absurdes, ou des billets absurdes de Corse Matin, ou des prises de parole de groupuscules d'extrême droite qui tout d'un coup n'ont rien trouvé de mieux qu'à taper sur le cinéma alors qu'ils n'y comprennent pas grand-chose. Et ce n'est pas le seul sujet d'ailleurs où ils ne comprennent pas grand-chose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire taisez-vous en fait. Ne faites pas d'exemple. Les films, ces films-là, surtout, il ne faut pas les faire. Ne faites pas d'exemple. Donc, et nous, on fait ce qu'on a à faire et on ne se tait pas et on fait les films qu'on fait. Ton premier souvenir du cinéma, on va dire tes premiers souvenirs du cinéma, puisque tu me parlais des westerns que tu regardais avec ton grand-père à la télévision. Parmi ces westerns, il y a des choses qui te viennent en tête? Je me souviens des films avec John Wayne, avec Yul Brynner, avec Burt Lancaster. Je me rappelle qu'on les regardait ensemble et que lui avait toujours un train d'avance sur ce qui allait se passer. Il savait toujours, et j'étais fasciné parce que je ne comprenais pas comment... Voilà, donc c'est des souvenirs d'enfants de regarder des films noirs, hollywoodiens, et des films, des westerns avec lui. Et qui étaient certainement... son point de vue sur les films qu'il donnait en direct, c'était comme déjà
dire ah mais ce que tu vois en fait c'est une fabrication, c'est pas vrai, c'est quelque chose qui voilà. Donc ça c'est un souvenir fort. Et puis un peu plus grand, la découverte d'un film de Brian De Palma. Oui, ça c'est un souvenir important. On regarde quelques images de Body Double. Ouais. On peut parler hein, sur c'est un film de vraiment de très très troublant et très à la fois très envoûtant et je l'ai vu adolescent, je comprenais pas ce que je voyais, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et la musique de Badalamenti et cet acteur incroyable qui n'a pas fait beaucoup de films après, mais qui il avait fait un film d'Arthur Penn, Georgia, qui était un très bon film aussi. Ouais, c'est vrai. Et Mélanie Griffith qui apparaît dans le film, qui est dans le film. Mais oui, alors pour le coup, Brian De Palma, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le point de vue aussi, sur ce qu'on nous montre et ce qu'il y a derrière. Et qui sont des études aussi, parce que c'est des films à la fois très physiques, très sensuels et complètement théoriques aussi. Complètement. Et avec une virtuosité là aussi, il y a des plans séquences, mais ressemble pas à ce que je fais, mais il y a des choses dingues. Le film politique, entre guillemets, de référence, tu as cité plusieurs choses, parce que c'est vrai que ton cinéma aussi parle beaucoup de politique. Tu me citais trois courts-métrages, Allemagne en automne de Fassbinder, L'ambassade de Chris Marker, on va regarder quelques images. L'ambassade, c'est un film Super 8, qui est une espèce d'exercice de style. C'est un faux film trouvé, en fait. On est dans une ambassade au moment où, après un coup d'État... Voilà. On imagine que c'est en Amérique du Sud. Oui, parce qu'on est en 73 et je rappelle que Pinochet avait pris le pouvoir au Chili le 11 septembre 1973 et ce film a été fabriqué en décembre 1973. Voilà, et alors le film commence avec une voix off qui dit « On a retrouvé par hasard des films 8 mm, je ne sais même pas si c'est Super 8, mais 8 mm, et on a tous les dissidents qui fuient la guérilla, enfin il y a un coup d'État qui vient d'éclater, qui fuit les militaires et qui se réfugient donc dans une ambassade et la voix off raconte ça. » Et la voix off prend en charge aussi le récit. Tout, exactement. De ces gens. Et puis on va se rendre compte que finalement, que c'est un pur film de dispositif bon, c'est un film. D'ailleurs, on n'est pas loin. Avec À son image, on retrouve un peu ça, c'est-à-dire le narrateur qui prend en charge des choses. Oui, mais qui raconte autre chose. C'était important que la voix off, elle raconte pas le film, elle raconte elle raconte ce qu'on voit, et des fois elle raconte le point de vue de celui qui raconte, qui est un point de vue partial et partiel. L'ambassadeur est parfait. Il les accueille simplement. Bon, et puis Chris Marker, Chris Marker qui est beaucoup plus connu pour La Jetée. Voilà, qui était une des références pour À son image, aussi pour la scène de prison, qui était mais qui est un film qu'on trouve en accès libre vraiment sur Dailymotion, je crois. Il est sur YouTube. Et qui est un film tout petit et d'une richesse et d'une profondeur folle. Et puis tu avais cité un court-métrage Elephant et un long-métrage Elephant de Gus Van Sant, et le court-métrage il est d'Alan Clark qui parle du même fait divers, c'est-à-dire la tuerie de Columbine qui avait eu lieu en 1999, au cours de laquelle 12 étudiants et professeurs avaient été tués par 2 adolescents. Film important, on regardera quelques images tout à l'heure, mais film important, pour toi, tu y penses, ce film t'a marqué en tout cas. Oui, c'est un film, et c'est un film, comme une tétralogie, il y a 4 films, puisqu'il y a Elephant, juste après ou juste avant, je ne sais plus, il y a Jerry, il y a Last Days, et il y a aussi Paranoid Park. C'est vraiment, ça s'inscrit dans un 4 films de Gus Van Sant sur un état de l'Amérique, quoi. À la fois un fait divers, un personnage qui est Kurt Cobain, dont on raconte les derniers jours. C'est à la fois des faits divers, mais qui sont à chaque fois des expériences de cinéma ultra... pas nouvelles, mais en tout cas nouvelles dans le cinéma de fiction un peu gros. Dans la narration, c'est très... Ouais. Mais disons qu'il a emprunté, je pense au Elephant de Alan Clark, qui est un film vraiment aussi de dispositif, qui raconte vraiment la répression anglaise en Irlande, qui est un film fou, et dont le Éléphant de Gus Van Sant s'inspire. Et c'est vrai que c'est un film formellement complètement fou. C'est pour ça que c'est... Il y a des choses qui sont quasi hypnotiques dans ce film. Ah oui, et aussi la question du retournement, des points de vue, la question... Enfin, c'est des films...
vraiment très, très important au moment où ils sortent. Tes films, ta filmographie parle beaucoup d'engagement, avec au moins ces deux films, hein, À son image et Une vie violente. Les films de référence pour toi concernant l'engagement, il y a le diptyque sur Che Guevara réalisé par Steven Soderbergh. On va regarder quelques images, qui a été réalisé il y a quelques années. Hein, alors bon, c'est pas forcément le film lui-même qui parle de l'engagement, que cette figure évidemment du Che, mais que lui revisite, déconstruit, c'est le mot à la mode, mais en tout cas qui tout d'un coup de voir un Che vivant, jour après jour, dans la jungle. Vraiment, il y avait quelque chose par rapport au tout le mythe du Che. Je trouve le film vraiment... Enfin, les deux films, qui sont deux films totalement différents formellement, vraiment passionnants. Et puis, un autre film... concernant l'engagement, c'est un film de Roberto Rossellini, Rome, ville ouverte. Là aussi, on va regarder quelques images de Rome, ville ouverte, cette fameuse scène... qui a fait un peu... C'est une scène très forte qui a fait que tout le monde a vu. Anna Magnani, vraiment, qui est une film, voilà. Ce cinéma italien du néo-réalisme, c'est quelque chose qui t'a inspiré, que tu as beaucoup regardé? Oui, mais cette liberté, le fait de... Bon, voilà, c'est difficile de parler devant ça, mais parce que c'est un cinéma... Déjà, ce film-là, c'est un cinéma de l'opposition aussi. C'est pas simplement des questions formelles, c'est un cinéma qui résiste. Et c'est certainement la vitalité, ce qu'on voit, la façon dont il filme, voilà, les visages, les endroits... que ce soit celui-là, que ce soit Almagnane Zéro. On sort d'une période du cinéma mussolinien très propre, très beau, tourné dans des studios, et là on sort dehors. Hein. Mais le cinéma de Rossellini, d'une certaine façon, on le retrouve, on continue de le retrouver, que ce soit à Taïwan, chez le cinéaste que j'aime des années 80-90, mais on le retrouve en France avec la Nouvelle Vague, on le retrouve, voilà, cette grande liberté et cette grande rigueur, on la retrouve, on continue de la retrouver dans beaucoup de cinéma, de films. Les dernières claques au cinéma, alors il y a évidemment le Napoléon d'Abel Gans qui a été que j'ai vu au Festival de l'Âme en entier. Qui dure 7 heures, hein, donc on a vu, avec cette scène là où on aperçoit Pascal Pah, d'un vieillard un peu défraîchi. Et collaborationniste. Voilà, mais qui est un grand film d'action presque. Hein. Moi j'étais vraiment, cet été à l'âme, j'en revenais pas là aussi de liberté, d'audace, de vertu. Enfin, c'est fou, quoi. Il abandonne Napoléon pendant 1 heure pour raconter autre chose. Enfin, puis bon, il filme dans les endroits qu'on connaît, quoi. Donc il filme dans nos rues, il filme à la Parade, il filme de la rue Fesch. Bon, voilà, il y a quelque chose de saisissant, pas simplement quand on est ajaxien, hein, mais voilà, c'est un film corse. Alors, on revient à notre époque avec Jeunesse, une dernière claque aussi, Jeunesse de Wang Bing, un film de 2024, un film documentaire sur une jeunesse, sur des jeunes dans l'industrie du textile chinoise. Exactement. C'est un deuxième volet. Un deuxième volet, tout à fait. C'est Jeunesse, les tourments. Exactement. Le printemps et les tourments. Bon, mais c'est un film assez long. Ces 3 volets qui durent quasiment 3 heures. Hein, c'est un film documentaire, mais c'est un film de cinéma à 100 000%, quoi. C'est un film dans lequel que vous ne pouvez pas lâcher du regard, qui est un film vraiment passionnant et qui est voilà, qui pose une caméra. Là, voilà, je discutais d'à son image où des fois je vais le montrer à l'étranger, les gens connaissent pas la Corse, c'est pas les questions, notre histoire, notre culture. Ben là, pareil, c'est des endroits qu'on connaît pas, mais tout d'un coup. Il nous donne accès à ça de la manière la moins didactique possible, de la moins... voilà, il donne accès à ces endroits-là à travers une jeunesse. Évidemment, c'est des films politiques qui montrent vraiment la difficulté et à la fois le régime chinois, le capitalisme, tout ce qu'on veut, mais c'est avant tout un film sur une jeunesse, avec des blocs comme ça de temps incroyables. C'est vraiment... Il faut trouver le temps pour les voir, mais je recommande ce film-là parce que
Et puis un autre film, un documentaire aussi, ouais. Tardes de Soledad. D'Albert Serra. D'Albert Serra, qu'on avait remarqué au Festival de Cannes avec son film Pacifiction, puis qui avait eu d'ailleurs un César du meilleur acteur pour Benoît Magimel et de meilleure photographie. Là, c'est un film documentaire sur un matador péruvien. Ouais, torero péruvien, qui est la grande star de la tauromachie aujourd'hui. Alors formellement, là aussi... ce film d'une beauté formelle à couper le souffle. Et l'expérience dans la salle, elle est fausse. C'est aussi une expérience du présent. Moi, je ne suis pas un fan je ne connais pas, on en parlait avant, la corrida, le film dépasse, à la fois, il filme complètement la corrida, il filme jamais le public. Il n'y a pas de... lui, on ne sait pas qui il est en dehors des moments où il torrait, c'est-à-dire les moments les plus importants de sa vie, où il joue sa vie, et les moments où il repart en voiture avec son équipe, où il est vraiment... Voilà, ce truc de... C'est une expérience physique vraiment que je n'avais pas ressentie au cinéma depuis longtemps. Et c'est vrai que c'est deux films, sorti maintenant. Et qui est sorti en même temps que le deuxième volet de jeunesse de Wang Bing, qui sont effectivement 2 films documentaires et qui sont 2 films qui racontent notre époque et qui racontent le monde de manière beaucoup plus serrée, beaucoup plus forte que bon nombre de films de fiction et de films classiquement narratifs. Les films que tu as regardés avant de tourner, il y a aussi 3 extraits. Chantal Akerman, d'Est, un film de 1993, hein, qui est un documentaire aussi. Un documentaire aussi sur la vie en Europe de l'Est, hein, après la chute du mur de Berlin, exactement. avec ces images... avec ces travelling très longs. Très longs sur les visages, où tout le monde... Ben, regarde, ça ressemble, je n'avais pas vu, de toute proportion gardée, à un travelling avec les regards caméra dont on parlait au début. Tout à fait, du dernier plan des Apaches. Voilà, je n'avais pas fait ce lien-là, évidemment, c'est pas du tout à ce niveau-là, mais voilà. Un autre film, alors là on va vers je dirais le cinéma taïwanais, hein, que tu affectionnes particulièrement, c'est A Brighter Summer Day d'Edward Yang, un film de 91, hein, sur une jeunesse un peu tourmentée. On va dire c'est presque les Vitellogne à Taïwan. Exactement. Les Vitellogne de Fellini à Taïwan. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vu Taïwan, Taipei, on ne l'avait pas vu. Un Taipei, c'était toujours beaucoup de films de gens... Enfin, il y a quelques films contemporains, mais disons que beaucoup de films très distanciés par le genre, à Taïwan, les cinémas chinois, et des films où tout d'un coup, ça jouait de manière très directe, très contemporaine comme ça, c'est vrai que, en tout cas, on les avait pas vus en France. Et il y a un autre film de Dorian qu'on va regarder tout de suite aussi, c'est Yi Yi, hein, prix de la mise en scène à Cannes en 2000. Qui a été un succès. C'est le premier film qui est sorti en France, qui est arrivé en France de lui, mais c'est son dernier film, il est mort après. Et qui est l'histoire pas que, mais il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires, notamment ce petit garçon qui est un photographe, donc on l'avait regardé pour À son image. Les scènes musicales, je vais vite parce que le temps file dans l'émission. Et je voudrais vraiment qu'on parle de toutes les scènes musicales. Tu m'as choisi 2 scènes musicales, c'est Goodbye South, Goodbye de Usha Ocean, qui est vraiment le contemporain d'Edward Yang. Et ça, c'est une grande scène. Film taïwanais ça pourrait être La forêt de l'Hospédale. Alors, c'est Taïwan, mais on pourrait imaginer qu'on est chez nous. Il y avait une séquence dans un film de Caroline Pogge et Chien, je crois, il y avait un long travelling arrière comme ça, avec un quad, justement. C'est vrai. Et puis un autre film, alors réalisé par Al Hartley en 1992, qui s'appelle Simple Man, avec une musique totalement... qui est un film vraiment, une séquence un peu jouissive, de déflagration, de oui, voilà, il se lâche complètement. C'est une scène de comédie musicale, presque plus que uniquement de musique. Oui, avec des gens après qui seront face caméra et qui... Elena Lowenson... Je voudrais qu'on revienne un instant sur Elephant, parce que quand je te disais des séquences, un plan ou une séquence que tu aimerais avoir tournée, il y avait, tu es revenu sur Elephant, ce film avec ces longs travelling qu'on va découvrir là. Et je disais, c'est presque hypnotique, mais en même temps, il y a une grande tension dans ces plans. Oui, c'est une immense tension, parce qu'on ne sait pas d'où va arriver la déflagration. Et c'est des plans dansés, quoi. C'est vraiment de la danse.
right, hey, I'll see you later. Yeah. Hey, you going to the concert tonight? No, I can't. My parents are being bitches this week. Oh, it's retarded. Yeah. That happens. All right, I'll see you. Mais j'aime beaucoup la façon dont voilà, on suit un personnage et puis c'est pas lui l'important, c'est un autre qui arrive, puis un autre, et puis un autre. Et finalement, c'est ce qui se passe. C'est un sûr. peu. Il y a un truc de temps réel assez. Voilà, et puis c'est l'image de Harry Savides qui est. Tu avais choisi aussi, puisque la tradition dans l'émission, c'est de choisir un plan de fin d'un film, tu avais choisi le plan de fin d'Éléphant pour clôturer l'émission, et puis le plan de fin de Voyage au bout de l'enfer. C'est avec ce plan qu'on va terminer. Mais avant, moi j'ai l'impression que ton cinéma, pour revenir un instant sur ton cinéma, tu tentes de filmer un peu la fabrique de l'inévitable tragédie ou de l'inexorable tragédie. Est-ce que c'est une définition qui te convient? Parce qu'il y a toujours quelque chose, on a toujours l'impression que tu dialogues avec ton sujet et que tu n'imposes pas quelque part un point de vue, tu n'assènes pas quelque chose, une vérité. Le point de vue, il est ce qu'on filme, il n'est pas forcément ce qu'on dit. Pour moi, c'était très important cette nuance-là, c'est-à-dire de qu'est-ce que je montre, qui je filme, comment je le filme. Il n'est pas qu'est-ce que ça dit. Oui, ça dit des choses, puisque les personnages parlent, on les entend parler. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on montre, à quel endroit on le montre, et à qui on le montre, et à quelle heure on filme. Ça, pour moi, c'est important. Est-ce qu'on filme le passé, ou est-ce qu'on filme le présent le plus... Voilà, qui va nous permettre, nous, spectateurs, peut-être, de décrypter, de lire mieux le réel qu'on a sous les yeux et qui passe trop vite pour qu'on le décrypte. La question de la tragédie, elle est importante parce que le tragique, il permet aussi de parler d'autres choses. Il permet de synthétiser, il permet de... Voilà, mais j'ai pas forcément envie de raconter que des tragédies, mais la tragédie en tant que forme de récit, on va dire, elle permet de synthétiser les choses et de parler d'une époque. Voilà, exactement. Et puis de parler du courant qui nous traverse. Voilà, évidemment que on parlait tout à l'heure de la question des films qu'on peut reprocher, que les films parlent trop de choses tragiques, alors que... Mais là aussi, est-ce qu'on doit se soucier que la question de l'image qu'on doit avoir de nous? Est-ce qu'on doit avoir une bonne image ou pas? Ou est-ce que... Voilà. Et puis, les films ne racontent pas qu'une chose. Le tragique, en tout cas dans mes films, il n'est pas là à chaque instant. Il y a des choses qui sont... On a vu la scène avec Paul Garat et Clara Marglaredo, elles sont vivantes, elles sont drôles. Il y a beaucoup d'autres dimensions. Mais il y a ça aussi, c'est vrai. J'avais encore plein de questions à te poser, mais ça nous donnera l'occasion que tu reviennes ici. Un deuxième volet. L'émission touche à sa fin. On va se quitter avec le plan de Voyage au bout de l'enfer. Pourquoi tu as choisi ce plan? Alors, moi, il y a une petite référence, j'aime bien, parce que vous aviez monté un collectif Stanley White. Stanley White étant le nom d'un personnage d'un film de Cimino, L'année du dragon, interprété par Mickey Rourke. Et le film Voyage au bout de l'enfer est un film de Michael Cimino. Pourquoi ce c'est un film, c'est un grand... un grand je n'ai pas paraphrasé le film, mais c'est vrai que cette fin qui est à la fois très belle et très amère et très ambiguë aussi. C'est un film qu'on a accusé d'être très nationaliste et très pro-guerre et très patriote, etc. Anti-vietnamien. Voilà. Alors il l'est aussi, mais il n'est pas que ça. C'est un film aussi sur l'amitié et la fin à la fois très comme ça, c'est vrai, mais aussi extrêmement mélancolique et désenchantée, qui ont fait une des plus belles fins, voilà, du cinéma. On va se quitter sur ces images. Merci Thierry d'avoir participé à l'émission. J'espère qu'on diffusera d'autres films que tu as faits. J'y compte beaucoup. Et puis, ça donnera l'occasion à ce que tu reviennes sur ce plateau pour parler cinéma. Merci. Merci. Bonsoir. Da da dee da 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 God bless America.
stand beside her and guide her through the night with the light from above. From the mountains to the prairies to the ocean white with foam. God bless America, my home, sweet home. God bless America, my home, sweet home. ايش تنك؟ تنك.